Pour ouvrir votre magazine santé, nous allons quand même faire un point rapide sur le coronavirus, car oui, dans ce rendez-vous, nous revenons aux autres sujets santé, mais le virus, lui, est toujours là. Alors pour faire un point, aujourd'hui, nous accueillons en ligne le professeur Jonathan Freund. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin urgentiste à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. D'abord, vous faites partie de ceux qui sont donc convaincus qu'il n'y aura pas de deuxième vague. Expliquez-nous. Alors, attention, je suis convaincu qu'il n'y aura pas de deuxième vague au relâchement du confinement, donc cet été-là maintenant. En revanche, la deuxième vague saisonnière qui pourrait arriver à l'automne, ça, je peux rien dire. Bien sûr, mais donc c'est le rebond d'ici 10 jours, celui qu'on attend, qu'on guette là depuis le déconfinement, celui-ci, vous n'y croyez pas ? Je n'y crois pas. Voilà, c'est une bonne façon de dire les choses. Je n'y crois pas et j'en suis convaincu. En revanche, je n'ai pas de preuves. Je n'avance pas de preuves. Alors, quels sont vos arguments quand même pour nous expliquer pourquoi vous n'y croyez pas dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent ? Alors, mes arguments, c'est surtout le fait que sur le terrain, premièrement, on se rend compte depuis des semaines et des semaines qu'il n'y a quasiment plus aucun cas d'infection aiguë, d'infection récente au coronavirus. Ça, c'est valable depuis, évidemment, pendant le confinement, sur la fin du confinement, et évidemment depuis le 11 mai, depuis le déconfinement. On peut dire que ça ne fait que 2 semaines, mais dans certains endroits, le confinement n'était pas absolu, et on aurait eu des signaux avant-coureurs s'il y avait une reprise de l'épidémie. Pour l'instant, il n'y en a aucun. Et le deuxième argument, c'était qu'on se rend compte quand même que ce virus ne cible pas tout le monde, que ce virus ne peut pas, a priori, infecter 100% des personnes qu'il va rencontrer. Et sur des expériences plus ou moins personnelles et rapportées, on se rend compte qu'il y a une catégorie, un pourcentage de la population qui n'est pas touché, peut-être parce qu'il est déjà immunisé. Alors on va rentrer dans le détail juste après. Jimmy Mohamed. Donc peut-être que cet été, ça devrait aller en principe, l'épidémie semble contrôlée, mais si jamais le virus revient, certains experts disent qu'il pourrait muter comme la grippe. La seule chose, c'est qu'on n'a pas de vaccin. Et donc là, à ce moment-là, on pourrait peut-être être un peu plus inquiet que pour une épidémie saisonnière grippale. Oui, c'est-à-dire qu'il pourrait muter, mais dans un sens comme dans l'autre. La plupart des coronavirus sont tout à fait bénins, comme vous le savez. Donc là, il y a eu une espèce d'hérésie, il est devenu méchant. Mais qu'est-ce qui nous dit que s'il remute la saison prochaine, il ne va pas remuter comme un gentil coronavirus classique ? Eh oui, c'est ça. C'est vrai que ça peut muter dans le bon comme dans le mauvais. Il pourrait devenir moins méchant aussi, c'est possible. Une mutation, ça ne veut pas dire toujours aggravation. On en a parlé déjà dans cette émission. Professeur Freund, votre message aujourd'hui, il est quand même assez positif, en tout cas pour les semaines à venir. Vous ne remettez pas en cause, je crois savoir, le confinement qui a sauvé des vies. Et en tout cas, ce que vous dites alors, si je comprends bien, c'est qu'aujourd'hui, il s'agit d'arrêter d'avoir peur. Ça veut dire qu'on peut revivre, ça y est, selon vous, comme avant ? Oui, en très gros. Alors évidemment, vous faites bien de le signaler, on ne remet pas en cause une seconde le confinement qui était indispensable et qui a sauvé des vies, comme vous le dites. Maintenant, je pense qu'effectivement, il faut relâcher au maximum, de plus en plus très vite, les mesures restrictives actuelles. Il ne faut pas tout lâcher d'un coup. Il ne faut pas dire à tout le monde on rouvre toutes les boîtes de nuit, tous les concerts et tout le monde peut se cracher dessus. Mais je pense qu'il faut être assez confiant et assez optimiste et permettre aux gens de retrouver le plus vite possible une activité normale. Et ce sera un test d'ailleurs, parce que si jamais je me trompe et qu'on est nombreux à se tromper et que l'épidémie reprend immédiatement, on le saura tout de suite. On a une expérience, on a des signaux qui sont assez simples maintenant. C'est ce qu'on voit avec les clusters d'ailleurs. Le virus, il est toujours là, il y a des clusters, mais il semble qu'on les maîtrise et on les voit apparaître très vite. C'est ça qui est rassurant aussi, selon vous. C'est rassurant, maintenant on a une méthode de traçage, mais de toute façon ces clusters ne sont pas du tout inquiétants. C'est évident que le virus existe encore et il y a des cas épars comme ça. Il va y avoir un cluster de 40 personnes dans un abattoir. On est à des kilomètres d'une reprise épidémique, on est à des kilomètres d'une nouvelle vague parce qu'il y a des clusters par-ci par-là. Jimmy ? Vous avez un petit peu répondu tout à l'heure, mais vous dites que probablement certains ne l'attraperont jamais, ce coronavirus-là, pour une histoire de protection liée à d'autres infections virales, surtout que lorsqu'on regarde l'épicentre, notamment en Île-de-France ou dans le Grand Est, d'après les études de séroprévalence, seuls 10% de la population aurait eu le virus, et donc on n'aurait peut-être pas besoin d'être tous malades pour être tous protégés ? Oui, exactement. Ce qui avait été dit initialement, c'est qu'il fallait c'est un gros chiffre de 60% d'immunisés pour que le virus ne circule plus. Or, on était inquiet parce qu'on ne voyait que 10% de sérologie positive, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il y a probablement des personnes qui sont immunisées sans sérologie positive. Prenez par exemple les enfants. Les enfants, pour une raison qu'on ignore un petit peu, sont quasiment tous protégés contre ce virus. Pourtant, si vous leur faites une sérologie, ils seront négatifs.
Donc il y a probablement une autre immunité qui fait que le virus ne ciblera pas tout le monde. Je crois que vous donnez en exemple ce que vous avez vécu dans votre propre service. Vous dites qu'au début, au moment où vraiment il y a eu le dur de l'épidémie, il y a eu beaucoup de vos confrères qui sont tombés malades et puis ça s'est calmé. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre service qui vous permet aussi de dire ça ? C'est-à-dire qu'effectivement, au début de l'épidémie, on est évidemment un service très exposé, on est aux urgences, et puis les moyens de protection sont rentrés dans la polémique, ce qu'ils étaient. Donc, il y a eu un collègue, médecin ou interne malade, tous les 3 jours, avec un test positif. Donc, on pensait qu'on allait plus ou moins tous y passer, et être malade. Oui, au début, c'était l'hécatombe parmi les soignants, enfin l'hécatombe, façon de parler, bien sûr. Oui, voilà, mais ça tombait tous les 3 jours. Et on ne peut pas dire qu'on avait des mesures de protection entre nous qui étaient drastiques. Donc voilà, et en fait, au bout de 2 semaines, une fois que 10-15% de mes collègues ont été contaminés, on a assisté à 0 nouvelle contamination. Avec les mêmes moyens de protection, et beaucoup de patients toujours présents, c'est ça ? Alors, les mêmes moyens, j'irais même jusqu'à dire un peu moins, parce qu'on est humain. Et au bout d'1 mois et demi, 2 mois, de traiter 50 malades Covid par jour et d'être enfermés les uns avec les autres, on ne peut pas dire que c'était les mêmes moyens et les mêmes mesures de protection qu'au début. Moi, j'ai l'impression qu'au contraire, on a peut-être relâché notre garde sur nos protections. Et pourtant, plus personne de malade. On n'est plus tombé malade. Voilà. Ouais, donc ça, c'est juste une expérience personnelle, mais j'aimerais bien avoir la clé pour comprendre ça, qui est un phénomène très intéressant. Jimmy ? Professeur, il y a d'un côté les pro-Raoult et ceux qui sont du côté de la science. Vous êtes du côté de la science, mais vous avez écrit malgré tout ce qu'a fait Didier Raoult à la science est impardonnable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, alors je pense que tout le monde l'a dit et répété, tout le monde est au courant. Ce que fait Didier Raoult comme docteur, comme épidémiologiste, etc., moi je ne m'intéresse pas du tout. Il dit des choses plus ou moins vraies, comme tout le monde, il se trompe pas. Ce qui est impardonnable, je trouve, c'est d'avoir dit que la science était de son côté et que ses études prouvaient ce qu'il avançait. Ça, c'est complètement faux. Il n'a pas. Peut-être qu'il a raison. J'en sais rien. Moi, je suis pas. Voilà. Mais peut-être qu'il a raison de donner de l'hydroxychloroquine à ces malades. C'est interdit maintenant. Depuis aujourd'hui, c'est interdit en France en plus. C'est grotesque. C'est grotesque d'autoriser un truc au bout de 3 jours d'une étude pourrie et de l'interdire 24 heures après une nouvelle étude. Mais ça, c'est un autre sujet. Oui. Là, ce que je trouve qui est impardonnable, c'est d'avoir brandi des fausses preuves, d'avoir dit regardez, nos publications scientifiques le prouvent. Alors qu'un étudiant de 2e année pourrait vous dire que c'est pas de la science, c'est qu'il n'y a rien du tout qui est prouvé là-dedans. Jimmy, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, justement ? Non, mais je suis aussi, non pas contre Raoult, mais je suis un peu perplexe, d'autant plus que si on avait une épidémie qu'on pouvait traiter aussi facilement avec l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, je pense que nous ne serons jamais arrivés là. Personne, les études nous montrent pour l'instant que ça ne marche pas, et on espère, encore une fois, on pense qu'on voudrait être contre Raoult ou contre la chloroquine. Non, si un traitement pas cher pouvait marcher, on serait tous contents. Très bien, écoutez, merci beaucoup professeur Jonathan Freud d'avoir accepté notre invitation pour ce point coronavirus. Merci encore. Europe 1.